Dans un quartier tokyoïte animé, quelques néons colorés attirent l'œil. Jeux de combat, musique électrisante et une odeur discrète de tabac mêlée à celle du plastique neuf. Pendant longtemps, cette ambiance fut le symbole même des salles d'arcade japonaises. On y entrait pour affronter un rival sur Street Fighter, perfectionner un combo sur un jeu de rythme ou encore s'acharner sur un shoot'em up endiablé. Certains passaient des heures à observer les joueurs les plus doués, serrés derrière eux pour admirer leurs prouesses, encourager, commenter. Les rires, les cris de victoire, les manifestations de colère face à la défaite, tout cela formait un brouhaha vivant et chaleureux. Les gérants entretenaient soigneusement leurs portes. Chacune avait sa propre histoire, son petit public régulier. Les affiches vantaient un tournoi ou annonçaient des promotions pour la prochaine sortie d'un titre populaire. Les arcades étaient un point de rendez-vous, un endroit où le temps s'écoulait à un rythme différent de celui de la ville. On y croisait des étudiants après leurs cours, des salariés en costume venus décompresser, ou des passionnés prêts à dépenser leur argent de poche pour maîtriser leur jeu favori. Aujourd'hui, il suffit de pousser à la porte de certaines de ces salles pour ressentir un léger pincement au cœur. Les combats endiablés ne sont plus forcément au premier plan. Les bruits de boutons frénétiquement pressés se font de plus en plus rares. Les machines à pince, elles, s'alignent désormais en rangées imposantes, attirant un public plus large, plus divers. Pour beaucoup, les UFO Coachers ne sont qu'un élément de plus dans l'univers des arcades. Pourtant, leur histoire mérite qu'on s'y attarde. À l'origine, ces machines à pince faisaient figure de curiosité. On en trouvait quelques-unes dans les fêtes foraines ou à l'entrée de certaines game centers, souvent pour les enfants ou les joueurs occasionnels. Leur principe était simple. Insérer une pièce, diriger la pince au-dessus d'une peluche ou d'un petit lot, et espérer que la prise soit suffisamment ferme pour l'emporter. Au fil du temps, un changement subtil s'est opéré. Les machines à pince se sont modernisées, diversifiées. Au lieu de simples peluches, on y a introduit des figurines d'animé, des goodies exclusifs, des articles de collection liés à des licences populaires. La tentation est vite devenue plus forte pour un public de fans de manga ou de culture pop. Les exploitants ont compris qu'ils pouvaient ajuster la difficulté de la pince, jouant avec le sentiment de presque gagner qui pousse à réessayer. Et très vite, ces machines ont fait leur place aux côtés des bandes traditionnelles, grappillant chaque année un peu plus de superficie dans les salles d'arcade. Ce qui n'était qu'une attraction secondaire a fini par devenir l'une des activités principales, sinon la plus rentable, supplantant parfois les jeux d'arcade classiques qu'on venait jadis affronter à coups de manettes et de joysticks. Les gérants d'arcade, confrontés à la baisse de popularité de certains titres classiques et à la concurrence grandissante des consoles et des jeux mobiles, ont dû faire des choix. Les bandes de jeux de combat, par exemple, nécessitent un entretien régulier, des mises à jour de logiciels, et elles attirent principalement une communauté de passionnés qui, passé la première vague de curiosité, se concentrent sur quelques machines spécifiques. L'engouement initial pour un nouveau titre retombe assez vite et la rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous sur la durée. En revanche, une machine à pince bien placée, avec des lots attractifs, peut générer un flux constant de revenus. Chaque tentative coûte en moyenne 100 à 200 yens, soit à peu près 75 centimes à 1,50 €, et le joueur est souvent tenté de remettre une pièce lorsqu'il sent qu'il était proche du but. En outre, la rotation des lots permet de renouveler l'intérêt. Figurines en édition limitée, peluches d'une nouvelle série animée à succès, goodies en exclusivité, le cycle se répète toute l'année, fidélisant un public parfois moins gamer, mais plus impulsif, prêt à dépenser pour obtenir un objet physique. Face à cette réalité économique, de nombreuses salles d'arcade se sont progressivement réorganisées pour laisser plus de place à ces machines, souvent disposées dès l'entrée pour capter l'attention et susciter l'envie instantanée. Parallèlement à l'essor des UFO Coachers, on observe un autre phénomène, la multiplication des distributeurs de gachapon. Partout, alignés en rangées parfois interminables, ils proposent des figurines, porte-clés, mini-objets, souvent très soignés, issus de la pop culture japonaise. Pour quelques centaines de yens, on tourne la manivelle et on reçoit un lot aléatoire dans une capsule en plastique. L'effet de surprise et la dimension collection attisent la curiosité, encourageant à tenter sa chance encore et encore pour obtenir la figurine rare ou l'item manquant. Cette logique du hasard et de la gratification instantanée se retrouve également dans les UFO Coachers. Même si le jeu repose sur une certaine habileté, positionner correctement la pince, une grande part de la mécanique implique un réglage savamment dosé qui fait que le lot peut échapper à la pince au dernier moment. On parle souvent du juste échec, qui pousse à retenter. Ce modèle économique mise sur l'envie immédiate, la frustration maîtrisée et l'impression de pouvoir gagner un produit bien plus précieux que la mise de départ. Entre gachapon et UFO Coachers, beaucoup de joueurs ou de visiteurs occasionnels se laissent happer, sans nécessairement être fans d'arcade à l'ancienne. Les salles deviennent alors un lieu de loisirs grand public, moins spécialisé, plus tourné vers la consommation instantanée. Avant, entrer dans une salle d'arcade équivalait souvent à s'immerger dans un univers clairement typé. Bruit des boutons, musique d'intro des jeux, attract mode des bornes allumées en continu.
C'était un terrain de jeu pour les habitués, les amateurs de défis, ou les curieux venus observer des experts à l'œuvre. Cette ambiance si particulière contribue à forger une identité unique. Avec la montée en puissance des UFO Cultures, la salle d'arcade attire un public plus varié, familles, couples en rendez-vous, groupes de touristes, etc., etc. Des gens qui ne s'intéressaient pas forcément aux shoot'em up ou aux jeux de combat viennent désormais pour essayer de gagner une peluche ou une figurine. L'expérience se veut plus accessible, plus lumineuse, avec des allées spacieuses pour circuler autour des machines à pince, parfois accompagnées d'une musique entraînante et de visuels colorés, invitant à tenter sa chance. D'un côté, cela redonne de la vitalité aux salles d'arcade, qui bénéficient d'un nouveau souffle financier. De l'autre, certains passionnés déplorent la disparition progressive des titres mythiques et de l'esprit compétitif d'antan. L'endroit, autrefois temple de la maîtrise technique et de la passion du scoring, se transforme peu à peu en un vaste espace dédié à la consommation rapide et à la collection. Un élément clé dans l'explosion des UFO Cultures réside dans la psychologie qu'elle suscite. Quand on manœuvre la pince pour attraper une peluche rare, on se retrouve face à un mélange de sentiments de contrôle et de chance. À chaque essai raté, la tension monte. La proximité du succès peut même être visible. La peluche bouge un peu, glisse légèrement ou retombe à un cheveu de la trappe de sortie. Cette tension est un moteur puissant, car elle fait appel au même mécanisme qui pousse certains à jouer aux loteries, aux jeux de hasard ou à des lootbox. On se dit « cette fois-ci j'y étais presque, la prochaine sera la bonne ». Les salles tirent parti de cette mécanique pour optimiser les réglages, afin de maintenir l'équilibre entre la possibilité réelle de gagner et la nécessité de dépenser plusieurs fois avant d'y parvenir. En outre, la récompense est tangible. Une peluche physique, une figurine à exposer chez soi, voire un accessoire de mode qu'on peut porter immédiatement. Par rapport au jeu purement virtuel, cet objet collector est perçu comme ayant plus de valeur, ce qui renforce l'envie de continuer. Lorsque l'on arpente des quartiers emblématiques comme Akihabara, Shinjuku et Ikebukuro, on tombe sur des buildings gigantesques aux enseignes lumineuses. Gigo, Taito Station, Round One, ces acteurs majeurs de l'arcade japonaise ont été des témoins et des acteurs directs du phénomène. Il suffit d'entrer dans certains de leurs établissements pour constater la place prépondérante occupée par les UFO Cultures. Dans un Gigo d'Akihabara par exemple, les premiers étages sont souvent dédiés presque exclusivement à des machines à pince. Les clients arrivent, repèrent un lot qui leur plaît et s'essayent à la manœuvre. Certains étages sont certes réservés à des bandes de jeux ou à des jeux de rythme, mais le rez-de-chaussée et parfois le premier étage misent essentiellement sur les machines à loterie. Le but est clair, attirer le plus grand nombre, générer rapidement des revenus et offrir une expérience grand public. Pour Gigo ou d'autres, la stratégie n'est pas seulement d'exploiter le hasard, le renouvellement régulier des lots permet de fidéliser les visiteurs. Chaque semaine ou chaque mois, de nouvelles figurines arrivent, souvent en lien avec l'actualité manga animée. Ceux qui passent devant la salle d'arcade voient alors un panneau présentant la nouvelle vague de récompenses. Cette rotation maintient un flot continu de clients prêts à consacrer plusieurs pièces, voire plusieurs billets, pour décrocher l'objet de leur rêve. En parallèle, certains étages plus calmes conservent les vestiges de l'arcade traditionnelle, comme pour perpétuer un héritage, mais l'espace alloué rétrécit d'année en année. Pour quiconque se souvient des rangées de bornes alignées dans les années 80 ou 90, le constat est parfois amer. Là où trônaient des titres phares comme Tekken, Virtua Fighter ou des shoot'em up à l'ancienne, on trouve désormais des labyrinthes de machines à pince ou de polycula. Ce bouleversement témoigne d'une évolution plus large. Les joueurs qui cherchaient un challenge pur ont migré vers d'autres plateformes, consoles de salon, PC et surtout le jeu en ligne. Toutefois, il reste des bastions de la vraie arcade. De petites salles indépendantes, des arcades spécialisées dans le versus fighting ou la musique, des cafés qui conservent jalousement leurs bornes des années 80s et 90s, ils sont moins visibles, moins rentables, mais ils perpétuent une tradition. Les UFO Cultures et les gachapon ne sont pas prêts de disparaître, c'est certain, car ils répondent aux attentes d'une clientèle plus large et plus hétéroclite. Peut-être qu'à l'avenir, l'arcade japonaise saura marier encore mieux ces deux visages, celui de la performance et celui du plaisir immédiat, pour rester vivante et se réinventer sans cesse. En attendant, impossible d'ignorer la réalité. Les machines à pince ont envahi les arcades, dictant un nouveau tempo. Pour certains, c'est un sacrilège, pour d'autres, une renaissance. La vérité se situe sans doute entre les deux, dans l'œil de celui qui insère sa pièce et tente sa chance, en espérant cette fois-ci saisir le lot tant convoité, sans que la pince ne le lâche à la dernière seconde.